Donc, dans mes tâches d'enseignement, je donne cours aux futurs instituteurs préscolaires et primaires en didactique des mathématiques. Alors, comme mon nom d'affiliation ne l'indique pas, je suis belge, mais je travaille au Luxembourg. Alors, je vous propose de revenir aux enfants de l'école maternelle et aux jeux de plateau à travers un projet, le projet MathPlay, ou comment développer les premières compétences en nombre et opération chez les enfants de l'école maternelle, de l'efficacité d'une approche basée sur les jeux et de la collaboration avec les parents. Alors, ma communication se structure en 5 points. Tout d'abord, je dirai quelques mots sur le projet MathPlay. Puis, j'évoquerai les premières compétences en nombre et opération poursuivies par le projet avec un focus particulier sur les compétences relatives aux opérations arithmétiques. Et puis, je développerai ce que nous entendons par approche basée sur les jeux et présenterai quelques résultats, tant du point de vue des compétences numériques que de la collaboration avec les parents. Puis, je tirerai quelques conclusions en relation avec la prévention. Mais tout d'abord, le projet MathPlay. Donc, l'objectif principal du projet MathPlay, c'était de développer efficacement les premières compétences en nombre et opération en contexte scolaire et parental. Et plus particulièrement, il s'agissait de concevoir et d'implémenter en collaboration avec les enseignants une intervention basée sur des jeux en contexte scolaire et familial, mais aussi de renforcer via les jeux mathématiques les relations avec la famille et d'évaluer l'effet de ces interventions sur les compétences numériques des enfants. Alors, le projet MathPlay a été initié par l'Université du Luxembourg, mais il est le fruit d'une collaboration de 4 équipes de recherche au Luxembourg, en France, en Suisse et en Belgique. Et vous auriez probablement repéré le nom pour la Suisse, le nom d'Anne-Françoise de Chambrier, qui vient juste de présenter la communication ici, qui était une participante active au projet MathPlay. Alors, l'intérêt de cette collaboration avec 4 équipes et une douzaine de chercheurs, c'était que nous avions des profils différents. Donc, il y avait des pédagogues, des statisticiens, des psychologues cognitifs et des didacticiens des mathématiques. Et d'ailleurs, c'est sous cet angle, vu mon parcours et vu le fait que je suis didacticienne des mathématiques, que je présenterai le projet MathPlay. Alors, le projet MathPlay proposait une intervention basée sur 8 jeux. Ces jeux ont été conçus au départ de jeux traditionnels, bien connus des enseignants, mais aussi des familles. Mais ils ont été adaptés aux objectifs mathématiques visés et ils ont tous été expérimentés par les enseignants des classes maternelles des 4 pays. L'intervention a duré 8 semaines avec un jeu par semaine. Les jeux étaient proposés aux enfants par les enseignants eux-mêmes dans le contexte habituel de leur classe à raison de 4 fois 20 minutes de jeu par semaine. Alors, après avoir été initiés aux règles des jeux par les enseignants, les enfants jouaient en petits groupes de manière autonome. Pour accompagner au mieux les enfants, les enseignants ont suivi un programme de formation professionnelle de 14 heures, incluant les thématiques suivantes: le développement des premières compétences numériques, l'exploration des jeux et les difficultés potentielles des élèves, mais aussi le rôle de l'enseignant dans les jeux et les relations école-famille. Il s'agissait d'une étude quasi expérimentale avec pré-test, intervention, post-test. Vu le jeune âge des enfants, le test a été réalisé sous forme d'interview. Le test était composé de 34 items et était basé sur 2 batteries existantes, le TD-Math et le TMAT3. Les compétences visées étaient les compétences en nombre et opération. Au niveau des participants, 569 enfants de 4 à 6 ans issus de 46 classes, donc pour l'ensemble de la population des 4 pays, ont été répartis en 3 groupes. Le groupe contrôle, avec des activités mathématiques habituelles de classe. Le groupe expérimental 1, qui participait au jeu MathPlay dans la classe, et les enseignants recevaient le matériel des jeux pour ces élèves. Et puis le groupe expérimental 2, où les enfants jouaient à la fois au jeu MathPlay dans la classe, mais aussi à la maison. En effet, chaque lundi, les enfants avaient la possibilité de reprendre chez eux le jeu MathPlay qui serait joué la semaine en classe. Ça nous a fait beaucoup de matériel à construire. Alors, pour la dimension collaboration avec les parents, nous avons utilisé 3 outils.
un questionnaire destiné à recueillir et analyser les croyances des parents sur les premières compétences mathématiques et leur application à l'école. Le journal de bord, afin de développer une communication entre les parents et les enseignants pendant les 8 semaines d'intervention et de collecter des données de recherche auprès des familles sur la manière dont les jeux étaient joués à la maison. Alors voici un exemple. Alors le journal de bord, c'était pas une appli sur smartphone. Nous, on a fait un journal de bord papier. Voici un exemple d'une page d'un journal de bord. Donc, il y avait une page pour chaque jour qui rapportait la façon dont le jeu s'était déroulé la journée. La communication était basée sur des icônes pour impliquer aussi la participation des enfants à ce rapport. Alors, il y avait par exemple... Est-ce que l'enfant, peut-être montrer ici, est-ce que l'enfant a joué au jeu ou pas? S'il n'a pas joué au jeu chez lui le lundi, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il y a eu un manque de temps? Est-ce que c'est parce que l'enfant n'a pas voulu? On lui demandait aussi de se situer sur une échelle de 1 à 5 par rapport à la facilité du jeu. Est-ce que c'était simple pour lui? Ou au contraire, est-ce qu'il a rencontré des difficultés? Est-ce qu'il a aimé le jeu? De nouveau sur une échelle de 1 à 5, etc., etc. Et les parents avaient également la possibilité d'ajouter des remarques manuscrites s'ils le souhaitaient. Enfin, un entretien final avec les parents volontaires a eu lieu, mais uniquement au Luxembourg, afin de recueillir leur avis sur l'expérience de collaboration autour des jeux. Alors, les premières compétences en nombre et opération. Maintenant, on parlera aussi de compétences numériques. En fait, c'est plus court. Mais c'est vrai qu'en français, c'est assez confusionnel avec les compétences informatiques. Mais dans le cadre de cette communication, les deux expressions seront utilisées de manière interchangeable. Alors, si certaines théories relatives au développement des premières compétences numériques avec les théories de Piaget, par exemple, sont assez anciennes, ce n'est qu'assez récemment que diverses études ont mis en évidence leur importance pour les apprentissages mathématiques futurs. Elles ont montré notamment, comme on l'a vu d'ailleurs dans les communications de ce matin, que les difficultés mathématiques sont cumulatives et s'accroissent avec le temps. Que de nombreuses difficultés mathématiques à l'école primaire ont pour origine des difficultés dans les compétences numériques de base, comme la signification des nombres et les relations entre des nombres. Il a été montré également à plusieurs reprises que les premières compétences numériques sont des prédicteurs solides en matière de réussite en mathématiques à la fin du CP, voire au-delà. Ce qui signifie que les enfants qui sortent du maternel avec une solide maîtrise de ces premières compétences numériques ont de plus grandes probabilités de réussite au CP, voire dans les années qui vont suivre. Et il y a plusieurs études longitudinales qui ont pu montrer cet effet. Il importe donc d'engager les enfants dans des activités numériques dès le maternel afin de prévenir les difficultés au primaire. Alors, au niveau des compétences, généralement, on distingue 3 grands domaines de compétences pour les enfants de 3 à 6 ans. Il y a d'abord les compétences numériques 1, qui sont les compétences de quantification, avec le comptage, qui est la connaissance de la chaîne numérique, de la litanie des nombres. Le dénombrement, qui est une compétence de quantification, donc savoir dénombrer une collection, mais aussi savoir donner le cardinal de cette collection, comme on l'a vu ce matin. Les compétences numériques 2, donc c'est des compétences qui concernent les relations entre les nombres. Et ces mises en relation de 2 ou plusieurs collections amènent les enfants à les comparer. Quelle est la collection la plus petite, la plus grande? Est-ce qu'il y a des collections de même quantité? Mais aussi à les ordonner, de la plus petite à la plus grande et inversement. Ça implique également l'invariance, c'est-à-dire de comprendre qu'une quantité est indépendante de la nature et de la position des objets. Un bref exemple. C'est par exemple comprendre que ces collections de 3 objets, différentes du point de vue de l'apparence, sont égales du point de vue de la quantité. Et je crois que beaucoup d'entre vous savent à quel point c'est une abstraction pour les enfants, parce que franchement, on dirait quand même que les stabilos sont plus, sont plus nombreux, sont plus gros, et pas les petits bonbons. Mais non, les 3 collections sont évidemment de même quantité. La quantité ne varie pas, quelles que soient les modifications spatiales ou les modifications de taille. Alors, les compétences numériques 3, c'est les compétences relatives aux opérations arithmétiques avec la décomposition des nombres et les relations partie-tout. Par exemple, savoir que 5, c'est 3 et 2.
et puis également les opérations arithmétiques elles-mêmes, d'addition et de soustraction. Alors, par opération arithmétique, on entend trouver la somme ou la différence. Ce n'est pas simplement, comme on peut parfois le voir dans l'idée de préparer à l'addition la soustraction, ce n'est pas simplement ajouter 3 objets à sa collection ou en retirer 2. C'est aussi et surtout trouver la somme ou la différence, le résultat de cette action d'ajout ou de retrait. Alors ces 3 compétences-là, je suis allée voir, c'est bien dans le programme français du maternel. Donc voilà. Alors, dans cette communication, je me focaliserai particulièrement sur les compétences relatives aux opérations arithmétiques. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà pas mal évoqué ce matin les compétences de quantification, la cardinalité, etc. Mais aussi parce que l'enseignement de ces compétences arithmétiques dans les classes maternelles est parfois moins présent que les 2 autres types de compétences. Et quand cet enseignement a lieu, il est souvent enseigné de manière traditionnelle, sous la forme de calcul déguisé. Et on peut voir par exemple ce genre de choses. Ici, en fait, en gros, l'enfant il doit traduire le nombre d'objets qu'il voit sur la fiche dans les cases ici, dans le calcul formel, et compter le tout pour trouver la réponse. On a la même chose ici avec du matériel plus concret, mais le principe est le même. Et personnellement, je ne suis même pas sûre qu'au bout du compte, l'enfant aura compris qu'il aura fait une addition. Et donc, quel est le sens de ce genre d'activité pour les enfants ? Alors, on voit aussi des très belles choses avec un matériel très sympa, ici. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, donc ils doivent faire 2 plus 2. Donc, on va prendre 2 jetons, les mettre dans le tuyau bleu, puis 2 autres jetons dans le tuyau rose. Et puis, on va regarder dans la boîte égale combien de jetons il y a en tout et de noter la réponse sur la fiche là-bas. Là aussi, je ne suis même pas sûre que l'enfant a perçu qu'il réalisait vraiment une addition. Et quel est le sens de ces manipulations pour les enfants ? Et fondamentalement, pourquoi est-ce qu'il faut faire une addition ? Pour les petits de l'école maternelle, je parle, on est toujours bien là. Alors, mais comment les élèves du maternel vont-ils additionner des quantités, puisqu'ils n'ont pas encore vu l'addition ? Différentes stratégies. Il y a le fait de rassembler matériellement ou mentalement les 2 collections et tout dénombrer. Prenons l'exemple de l'addition 2D, dont le calcul de la somme est nécessaire pour avancer son pion dans un jeu de parcours, par exemple. Alors, différentes stratégies. Oui, donc rassembler matériellement donc les 2 collections, donc dénombrer les points sur les 2 dés, donc 1, 2, 3, 4, 5, ou bien surcompter à partir du premier ou du deuxième nombre, donc 2, 3, 4, 5, ou bien 3, 4, 5, ou bien utiliser l'opération mentale d'addition, c'est-à-dire pouvoir donner directement la réponse 5, car l'enfant a mémorisé que 3 et 2, cela fait 5. Alors, différentes recherches ont montré que développer les compétences arithmétiques dès le préscolaire est déterminant pour les apprentissages arithmétiques futurs. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le sens des opérations et la fluidité dans les opérations constituent des enjeux importants au primaire. Or, on observe d'importantes difficultés des élèves dans le domaine des opérations, d'addition et de soustraction, en raison d'un recours exclusif aux techniques de calcul souvent mémorisées par cœur, au détriment du sens et de l'aspect conceptuel des opérations. De plus, à l'école maternelle, l'accent est souvent trop longtemps mis sur le développement des compétences de comptage et de surcomptage, à partir desquelles l'enfant est censé développer les additions et les soustractions. Or, ces stratégies de comptage ne représentent pas la meilleure façon pour les enfants de se préparer aux opérations plus complexes du primaire, comme on va le voir maintenant. Que faire alors en classe de maternelle ? Il s'agit de, je dirais plus, ici on est en grande section, de développer les relations partie-tout pour faciliter la transition vers l'apprentissage des opérations en CP. Alors, les relations partie-tout, c'est la capacité de percevoir la relation entre le tout et ses parties, c'est-à-dire de comprendre qu'un nombre peut être décomposé en d'autres nombres. Et donc, je veux dire en grande section, il s'agit d'avoir un œil attentif pour faire dépasser progressivement les stratégies de comptage et de surcomptage, car elles peuvent entraver le développement de stratégies pour trouver, par exemple, le terme manquant dans 3 plus combien égale 8.
surcompter à partir de 3 ne va pas nécessairement permettre à l'enfant de trouver la réponse s'il ne sait pas que 8 est composé de 3 et d'un nombre inconnu. Donc les relations partie-tout, par exemple dans la triade 3, 5, 8, bien sûr c'est savoir que 8 c'est la somme des parties, mais c'est savoir qu'il manque 3 à 5 et qu'il manque 5 à 3 pour pouvoir faire le 8. Alors concrètement, comment travailler ces relations partie-tout avec les petits du maternel. Alors, dans le projet MathsPlay, on a proposé 4 jeux sur les 8 pour travailler ces compétences de décomposition, composition, relation partie-tout et addition. Tout d'abord, le jeu du dragon. Alors, le jeu du dragon, donc c'est le premier. C'est un jeu de plateau collaboratif où tous les enfants se mettent contre le dragon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire les murs autour de la prison du dragon pour enfermer le dragon. Pour ce faire, ils ont des briques, un dé classique jusque 5 et la face 6 est remplacée par le dessin du dragon. Alors, le jeu commence ici, donc on commence à construire les murs ici. Par exemple, si on fait 5, je peux prendre une brique de 5, mais il n'y en a pas beaucoup. Ou je peux alors composer le 5 avec 4, 1 ou 2 et 3. Alors la petite astuce, c'est qu'il faut terminer chaque mur. Donc les cases noires, on ne met pas de briques sur les cases noires, c'est les piliers de la prison. Donc, il faut terminer chaque mur le plus vite possible parce que si jamais on tombe sur la case dragon, le dragon souffle sur les murs qui ne sont pas terminés et donc on perd les briques qu'on va devoir mettre sur le côté. Et donc si par exemple j'arrive ici et qu'il me manque 2 ici et que je fais un 4, ben je vais devoir décomposer le 4 en 2 et 2. Je ne vous cache pas que ce jeu a eu beaucoup de succès auprès des enfants, donc ils ont été amenés à décomposer régulièrement le nombre. Le jeu était prévu pour ça et ils aimaient bien. Alors, le jeu du lapin-carotte vise aussi la composition-décomposition des nombres, mais là, il était plus complexe dans ses règles. Alors, l'idée, donc chaque joueur, c'est un jeu qui peut jouer à 4, a 2 lapins, 2 pions. Et l'idée, c'est de mener les 2 lapins, c'est d'être le premier, donc le gagnant, c'est d'être le premier à mener ces 2 lapins dans le champ de carottes. Alors, on dispose d'un jeu d'un dé classique. Et la particularité de ce jeu, c'est que pour faire avancer ces pions, on peut décomposer les points obtenus sur le dé. Si je lance le dé que j'ai 5, je peux faire avancer un pion de 3 cases et un autre pion de 2 cases. Alors quel est l'intérêt de cette décomposition? C'est qu'on ne le voit pas bien peut-être au fond de la salle, mais l'intérêt, c'est que ça permet d'aller sur des cases chance, où on peut avancer de nouveau son pion, hein, comme on voit, celle que j'ai pointée là, ou là, voilà, où on peut avancer, ou bien d'éviter des cases malchance, où il s'agit de faire reculer ses pions. Alors, un troisième jeu, c'est le jeu de la carte en trop, qui se joue avec des cartes traditionnelles, sur les mêmes règles, c'est sur des règles similaires à celles des règles du Valet Noir. Alors au début de la partie, on fixe un nombre, par exemple 4, et on va distribuer aux 2 enfants toutes les cartes 1, toutes les cartes 2, toutes les cartes 3 et le Valet Noir. Donc le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Et pour se débarrasser de ces cartes, il faut poser sur la table 2 cartes pour autant que la somme fasse 4. Alors chaque enfant va d'abord regarder dans son jeu s'il y a 2 cartes qu'il peut déposer pour faire 4. Je ne vous cache pas que les premières parties, même si les enfants peuvent comparer facilement des nombres, même s'ils ont la cardinalité, même s'ils savent compter jusqu'à 25, les premières parties sont extrêmement difficiles et prennent du temps. Donc les enfants vont tâtonner avant de trouver 2 paires qui font 4. On a des vidéos, je n'ai malheureusement pas le temps de vous les montrer ici, mais les enfants vont essayer par exemple avec une carte 2, une carte 3, ils vont dénombrer, ça fait 5, ok, ils retirent les 2. Ils n'en laissent pas une pour compléter. Et donc ça peut prendre du temps avant de trouver les paires qui font 4. Alors, quand l'enfant n'a plus de cartes dans son jeu pour faire les paires jusqu'à 4, eh bien, il va chercher des cartes chez le voisin. Celui qui a gagné, c'est celui qui s'est débarrassé de toutes ses cartes. Et le pauvre perdant, c'est celui qui a le Valet Noir en main. Alors, le bataille-addition, c'est le dernier jeu qui travaille essentiellement l'addition, comme son nom l'indique. C'est un jeu qui se base sur les mêmes règles que le jeu de bataille classique, mais plutôt que de déposer une carte, on en dépose 2, et le gagnant, c'est celui qui a la somme plus élevée.
Alors, je voudrais revenir sur le jeu de la carte en trop, qui est un jeu vraiment intéressant à la transition préscolaire. Oui, là, préscolaire, c'est le terme luxembourgeois. Maternelle CP. Alors, ici, je propose une évolution un petit peu dans ce qu'on vient de dire, hein, donc de concret représentationnel abstrait. C'est un peu une évolution dans ce type-là. Première étape, c'est concret. On joue au jeu. Alors, au maternel, on va jouer au jeu jusque 4, jusque 5, voire plus avec certains enfants. Au primaire, on va reprendre ces jeux, donc ce n'est pas étranger aux enfants, ils vont reprendre ces jeux, mais avec des nombres plus élevés, qui vont aller jusque 10. Et donc, on voit déjà que c'est un jeu qui permet de travailler les amis de 10, hein, donc savoir que pour 10, on a 7 et 3, 5 et 5. On sait à quel point c'est important pour le calcul mental dans les classes du primaire. Et puis, dans un deuxième, donc là, on joue. Concrètement, on fait les paires qui font 4, 5, 6, etc. Et puis dans un deuxième temps, on demande aux enfants de dessiner les cartes. Alors pourquoi cette phase de dessiner les cartes? Ici, j'ai pris l'exemple de dessiner les cartes qui font 5, ou bien de compléter par le dessin une carte. Et ici, une carte 1, ben, qu'est-ce qu'il faut dessiner ici pour avoir une carte 5, pour avoir les 5. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ben, dans les jeux, hein, comme les jeux se jouent en petits groupes, l'enseignant n'est pas capable de savoir si tous les enfants ont compris, s'ils ont bien compris que pour faire 4, il faut 1 et 3, 2 et 2. Et c'est une petite phase, je veux dire, d'exercice sur fiche. Bon, j'aime pas trop ça en maternelle, mais ici, ça fait sens, hein, puisque c'est issu vraiment d'actions concrètes que l'enfant a menées. Et ça permet à l'enseignant de se rendre compte de qui a compris quoi. Donc là, on est toujours maternelle CP. Alors, en CP, donc toujours à la suite de ces jeux, on peut aller vers des représentations, je parle de semi-symbolique parce qu'ici on a des chiffres et plus des points, qui sont assez, en tout cas en Belgique et au Luxembourg, on voit souvent ces diagrammentés. Et là, finalement, on est toujours dans le même type de disposition des cartes l'une à côté de l'autre. On peut interroger les enfants, tiens, si j'ai 4 là, qu'est-ce qu'il me faut pour faire 10, etc. Et puis au final, on a les calculs symboliques. Des calculs lacunaires, notamment dont on sait à quel point c'est difficile pour les enfants de CP de comprendre le sens parfois de ces calculs lacunaires, mais qui dans ce contexte de cette chaîne de signification prennent tout leur sens. Si le sens des calculs formels ici se perd, on peut toujours revenir en arrière pour expliquer que ce 7-là plus combien égale 10, ben, c'est quand on avait la carte 7. Qu'est-ce qui manquait pour arriver à 10 ? Donc, le sens de l'addition des relations parties-tout se construit progressivement, en même temps qu'une symbolisation de plus en plus formelle. Et l'intérêt de cette progression, construite sur la base d'actions qui font sens aux yeux des enfants, c'est qu'il est toujours possible de revenir en arrière lorsque le sens des opérations formelles de l'étape 4 se perd. Alors maintenant, l'approche basée sur les jeux. Ben, une approche basée sur les jeux, c'est d'abord des jeux. Mais qu'est-ce qu'un jeu ? Jusqu'à présent, il n'existe pas réellement de consensus à propos de la définition claire d'un jeu pour l'apprentissage des mathématiques. Le terme « jeu » peut être utilisé à la fois pour désigner des activités mathématiques dirigées par l'adulte à l'aide de doigts ou de matériel divers, des jeux de société également dirigés par l'adulte, ou des jeux de société traditionnels joués en classe en petits groupes tels que des jeux de dés, des jeux de cartes, des jeux de parcours, etc. Le terme « jeu » recouvre donc une diversité de situations ludiques qui sont plus ou moins dirigées par l'adulte. Alors, face à ces différentes interprétations, différents auteurs ont identifié 5 critères pour définir en quoi devrait consister un jeu. Celui-ci doit consister en une activité amusante, intrinsèquement motivante, nécessitant donc, si l'objectif est de développer les compétences mathématiques, que le contenu mathématique fasse partie de la dynamique du jeu, ce ne sont pas des petites activités parallèles, qui implique l'engagement actif des enfants, qui se déroule sous le contrôle des enfants et non de l'adulte, et caractérisé par les interactions et la communication. Dans le cas des jeux de plateau, dans le cas des jeux de société, un 6e critère est ajouté, impliquant un aspect compétitif, mettant les joueurs en concurrence les uns avec les autres ou avec un adversaire commun, afin de déterminer le gagnant. Le respect de ces critères est ainsi déterminant pour la motivation et l'engagement de l'enfant dans le jeu, et donc dans les actions mathématiques. Alors, un exemple.
Si certains critères ne sont pas respectés, on assiste alors à des jeux appelés jeux brocoli enrobés de chocolat. C'est authentique. J'ai trouvé cette expression-là que j'adore dans plusieurs articles scientifiques. Alors, c'est quoi un jeu brocoli enrobé de chocolat? Donc ici, le premier jeu, c'est un jeu de parcours qui se joue avec un dé traditionnel. Il s'agit d'être le premier arrivé sur la case finish. Alors, quelques règles. Si on arrive sur la case rouge, il faut tirer des cases rouges. On tire des cartes de ce type-là, là, avec une addition, et on demande à l'enfant de dire combien il y a en tout. Si on arrive sur une case bleue, on tire une carte bleue, et dans ce cas-là, on doit compter à haute voix jusqu'au chiffre indiqué. Alors, l'aspect chocolat, c'est le jeu. Il y a des couleurs, il y a des dragons, non, des dinosaures, il y a de la forêt. On peut imaginer que les enfants soient attirés par ce jeu-là. L'aspect brocoli, c'est qu'il faut faire des calculs. Donc, dans ce cas-là, le jeu est un prétexte à faire réaliser des petites activités mathématiques formelles. Donc, les savoirs mathématiques ne sont pas inhérents à l'activité du jeu, ne font pas partie de la dynamique du jeu. Et ces activités mathématiques formelles sont extérieures au jeu, sans lien avec le but du jeu. Et elles sont souvent dirigées par l'adulte. Par contre, dans le jeu du dragon, la composition des nombres et les additions sont inhérentes au jeu. Elles sont nécessaires parce qu'il faut bien construire le mur pour enfermer le dragon. Et le jeu n'est pas possible sans les mobiliser. Et dans ces cas-là, les enfants, sans S, jouent de manière autonome. Alors, mais jouer, même un véritable jeu non brocoli, ne suffit pas. Pour atteindre des objectifs d'apprentissage, parce que c'est quand même bien ça le but de ces jeux, un certain soutien de l'adulte est nécessaire. En effet, si les initiatives et les explorations des enfants sont essentielles, il importe également que l'enseignant rende les concepts mathématiques des jeux tangibles pour les élèves afin de renforcer le développement de leurs compétences. Il s'agit de mathématiser les éléments du jeu, c'est-à-dire d'établir un pont entre les actions posées dans le jeu et les mathématiques elles-mêmes. Cependant, il ne s'agit pas pour l'adulte d'intervenir de manière trop importante ou trop dirigée, parce que si l'adulte prend trop de contrôle, le jeu risque de négliger l'initiative, la motivation et l'intérêt des enfants. En plus, ça ne respecte pas les critères selon lesquels le jeu doit être sous le contrôle des enfants. Alors, comment concilier l'aspect jeu défini selon les critères énoncés ci-dessus et les apprentissages mathématiques ? Alors, nous suggérons que les interventions de l'enseignant se situent principalement après le jeu, afin de laisser le déroulement effectif de celui-ci sous le contrôle des enfants. Et donc, avant le jeu, l'adulte conçoit le jeu ou l'adapte aux objectifs mathématiques visés et fournit le matériel approprié. Pendant le jeu, l'enseignant est plutôt en retrait et observe ce que font et disent les enfants, moyennant évidemment certaines interventions ponctuelles s'il y a des questions ou bien s'il y a une opportunité qui se met de faire réagir les enfants par rapport à un événement précis. Mais ça doit rester vraiment ponctuel. Après le jeu, il est important que les enseignants organisent de brèves discussions, des petits débriefings, des synthèses sur les stratégies utilisées pendant le jeu ou qu'ils présentent aux enfants des parties fictives afin d'aller plus loin. Alors, voici quelques exemples de petits débriefings oral et écrits. Après un jeu de bataille, on peut par exemple, si c'est oral en grand groupe, on peut faire reproduire les cartes en grand. Ou bien on peut présenter une fiche avec les cartes reproduites sur la fiche et demander aux élèves d'entourer, ici on a présenté plusieurs paires de cartes, et d'entourer chaque fois la carte gagnante. Donc, de nouveau, l'objectif ici, c'est vraiment pour l'enseignant d'essayer de voir si tous les enfants ont compris les éléments mathématiques du jeu. Pour la carte en trop, on peut présenter des séries de cartes et de faire entourer par les enfants 2 cartes qui font 6, par exemple. Même chose, après prison du dragon, si on a un 5, on demande aux élèves d'entourer les briques qui font le même nombre de points que 5 et de prendre plusieurs couleurs s'il a plusieurs idées. Pour les grandes sections du maternel, on s'arrêtera là. Il n'est pas question d'arriver avec des calculs formels comme au primaire. Ça, c'est le rôle du primaire, mais dont l'efficacité sera augmentée si on se base sur une progression qui vient d'actions posées dans les jeux des élèves du préscolaire. Et donc, une approche d'enseignement basée sur les jeux. C'est d'abord des jeux répondant aux critères définis précédemment,
mais c'est aussi un rôle important attribué à l'enseignant qui doit faire discuter les enfants, mais aussi interagir avec eux pour faire le lien entre les jeux et les idées mathématiques. Alors, quelques résultats du projet. Donc, tout d'abord, sur les compétences numériques. Alors, dans les deux graphiques ici, vous avez l'évolution entre le pré-test et le post-test pour le score global dans le premier graphique et pour le score arithmétique dans le deuxième. Donc, pour le score global, c'est le score donc, portant sur les 3 domaines de compétences, sur les 34 items. Et on a repris les 10 items pour analyser l'évolution pour le score arithmétique. Alors, on a pris un sous-échantillon de la population. On a pris que les élèves du GE1 de grande section. Alors, on le voit, donc en bleu, c'est le score obtenu par, il est mis ici, Play-Based Group, donc c'est le groupe des enfants qui a joué. Et en orange, vous avez les enfants du groupe contrôle. Alors, on voit que dans le score global, les enfants du Play-Based Group présentent une meilleure performance que les enfants du groupe contrôle, mais cette différence n'est pas significative. Pour le score arithmétique, là, on voit une nette différence en faveur du Play-Based Group, et cette fois, la différence est significative, ce qui veut dire qu'elle n'est pas due au hasard. Cependant, les scores arithmétiques montrent que ces compétences sont difficiles pour les enfants. Donc, on démarre au pré-test pour les deux groupes à 39% de réussite et on arrive au post-test, donc après les jeux, etc., donc pour le Play-Based Group, seulement à une moyenne de 53% de réussite. Alors, on a aussi analysé l'évolution entre le pré- et le post-test pour le score arithmétique en fonction du niveau de compétence globale initiale. Alors, pour ce faire, on a réparti les enfants en quartiles en fonction de leurs résultats au pré-test pour l'ensemble des 34 items. Donc, ça veut dire quoi en quartiles? C'est qu'on a pris les scores des 25% des élèves les plus faibles. Donc, ici, on a le Play-Based Group et là, on a le groupe contrôle. Le score des 25% des élèves les plus faibles du Play-Based Group, donc c'était 15%. Donc c'est le score moyen pour les 25% les plus faibles, puis le score moyen pour les 25% supérieurs, puis le score moyen pour les 25% supérieurs, et enfin le score moyen pour les enfants les plus forts, et donc c'est le quartile 4. Donc on a fait la même chose pour le groupe contrôle et on a regardé comment ces élèves répartis dans les quartiles allaient évoluer au score arithmétique. Alors on voit que pour le Play-Based Group, chaque quartile augmente, présente une progression entre 13 et 14%. Même le quartile 1 présente cette progression. Donc on peut dire que pour le Play-Based Group, il y a une progression plus importante pour tous les quartiles que pour le groupe contrôle où la progression oscille entre 2 et 5%. Les jeux ont donc eu un impact positif pour tous les élèves, quel que soit leur niveau initial. On voit aussi que les élèves faibles du quartile 1 du Play-Based Group ont progressé davantage que ceux du groupe contrôle. Et on voit d'ailleurs que les élèves faibles du groupe contrôle progressent moins que les autres enfants des autres quartiles. Malgré tout, même dans le Play-Based Group, on ne voit pas que les enfants du quartile 1, voire même 2, rejoignent la moyenne des autres élèves, parce que le score maximum du quartile 2 ne dépasse pas 50%. Alors, quelques résultats de l'effet de la collaboration avec les parents. Donc là, on va regarder le GE2, les enfants qui ont joué en classe et à la maison. Au score global, les enfants du groupe expérimental 2, donc ayant joué à la maison et à l'école, n'ont pas progressé significativement plus en moyenne que les enfants ayant joué uniquement à l'école. Mais les enfants du GE2, dont les compétences initiales étaient faibles ou très faibles, ont fait plus de progrès que les enfants du groupe contrôle et du GE1 du même niveau. Ces progrès pourraient s'expliquer par l'exposition plus importante aux compétences ciblées, mais aussi par l'étayage et les feedbacks individuels que permettent les interventions familiales. On a aussi interroger les parents lors de l'entretien final sur l'effet de la collaboration à ce projet, sur le suivi de leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'impact de la collaboration au jeu MathPlay sur le suivi des enfants. Et là, on a catégorisé les différents arguments en plusieurs catégories, comme vous voyez ici.
Et il y a 24 parents qui ont produit des arguments positifs contre 18 des arguments négatifs, ce qui ne fait pas une grosse différence. Mais on parle ici que du suivi scolaire. Hein. Donc, dans les arguments positifs, on voit que des parents ont dit que ça va une amélioration sur ce suivi, qu'ils ont dégagé du temps pour se consacrer à l'enfant et aux affaires scolaires, qu'ils ont eu une meilleure compréhension des attendus scolaires et qu'ils ont compris l'importance du soutien parental à la maison, etc. Pour les avis négatifs, majoritairement, ce sont des parents qui ont dit qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration sur le suivi parce qu'il y avait déjà des habitudes familiales de suivi et le jeu Mathplay, la collaboration au jeu Mathplay n'a pas apporté plus. Alors, je terminerai par quelques conclusions. Le dispositif conçu dans le projet Mathplay permet de développer une prévention dans les difficultés mathématiques du primaire. Plusieurs axes de ce dispositif ont permis cette prévention. Tout d'abord, le travail sur les compétences numériques, avec le focus sur les compétences arithmétiques, qui constituent des prédicteurs solides de la réussite future des enfants. 2, une approche d'enseignement basée sur de vrais jeux, où les actions des enfants sont orientées vers un but qui fait sens à leurs yeux, jouer et gagner. L'enfant comprend pourquoi, par exemple, il doit additionner ou décomposer des nombres, ce qui n'était pas le cas dans les fiches avec les opérations d'addition que j'ai présentées au début. Et donc l'apprentissage est significatif. Dans ce contexte, les enfants sont véritablement actifs dans leurs apprentissages. Les actions dans le jeu sont sous leur contrôle et non celui de l'enseignant. La motivation en est augmentée et donc on observe une implication plus importante dans les jeux et donc dans les apprentissages mathématiques. L'approche est basée sur des jeux accordant un rôle important à l'enseignant, notamment après le jeu, où l'enseignant est invité à engager une mathématisation progressive des apprentissages pour rendre explicite le lien entre les actions posées dans le jeu et les mathématiques elles-mêmes. Et ce lien ne se fait pas spontanément. Il y en a pour certains enfants, il n'y a pas de problème, il est implicite, je veux dire. Mais ça ne se fait pas spontanément pour tous les enfants, surtout pour les élèves les plus faibles. Enfin, la collaboration avec les parents a été un plus, surtout pour les élèves faibles, on l'a vu. Mais des parents ont aussi affirmé voir les relations entre la famille et l'école renforcées. Et peut-être assiste-t-on à un début d'une implication plus soutenue dans les tâches scolaires de la part des parents. Et qui dit relation école-famille renforcée et implication des parents à l'école, dit aussi souvent meilleure chance de réussite pour les enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joëlle. On va prendre les questions. Il y en a déjà là-haut, Stéphanie. Merci. Merci pour votre présentation. J'avais une question sur le type de public en termes de milieu socio-économique, d'autant plus que vous disiez au départ que vous appuyez sur des jeux qui sont connus, etc. On sait que selon les milieux sociaux, y compris les cartes, par exemple, ce n'est pas forcément des objets qui sont familiers dans les familles. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Oui, en fait, les populations étaient assez différentes d'un pays à l'autre. Au Luxembourg, nous avions une population que je qualifierais d'hétérogène. En Suisse, si je ne me trompe pas, Anne-Françoise, c'était plutôt une population aisée. Et en Belgique, c'était une population particulièrement défavorisée. Et en France, je dirais aussi que c'était plutôt une population hétérogène. Et alors, ce qui a été marquant, notamment en Belgique, donc là, on avait vraiment... Quand je vous dis défavorisé, c'était vraiment défavorisé. C'était que les parents, donc je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la taille, pardon, je fais un peu du coq à l'âne, mais la taille des groupes. Voilà. On voit que le groupe Jeux à la maison, c'est le groupe le plus important parce que les enseignants des 4 pays ont vraiment souhaité installer cette collaboration avec les parents. On a même dû refuser des classes parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un nombre plus ou moins équivalent dans les différents groupes.
Donc c'était vraiment important pour eux. Et ce qui nous est revenu, donc je vais parler de la Belgique qui avait vraiment une population défavorisée, c'est que les parents ont dit à l'enseignante donc pour une fois, on s'intéressait à eux. Et donc, ils ont été motivés à travailler avec leur enfant dans les classes. Je n'ai pas des chiffres précis, bien entendu. Mais c'est ce qui nous est revenu. Ils étaient motivés à travailler avec leur enfant dans les classes. Je ne sais pas s'ils ne connaissaient pas du tout les jeux de cartes, mais en tout cas, ils se sont sentis compétents pour aider les enfants en mathématiques. Par ailleurs, d'autres parents, on a un peu évoqué le sujet d'ailleurs ce matin, d'autres parents, je veux dire, de niveau peut-être moins défavorisé, ont dit également qu'ils voyaient bien comment aider les enfants en lecture, en lisant des histoires, etc. Mais qu'en mathématiques, ils étaient plutôt démunis. Et donc que les jeux leur ont permis d'avoir des idées pour travailler les mathématiques en classe, à la maison, sans que ce soit des devoirs. Alors, par rapport à la première communication sur les parents, ici, on n'a pas eu de contrôle sur ce que les parents ont réellement fait. Le contrôle qu'on a eu, c'est le retour via les carnets de communication et via ce qu'ils ont évoqué lors de l'entretien final. Mais on n'est pas allé dans les maisons, on n'a pas été vérifié en envoyant des chercheurs. Merci beaucoup, c'est très riche et très intéressant. J'ai une question sur votre pré-test et votre post-test. Donc, vous avez utilisé le TEDIMAT et puis d'autres. Mais voilà. Mais il y a plusieurs types d'épreuves. Je connais mieux le TEDIMAT que les autres. Il y a du matériel non symbolique, justement. Il y a des histoires avec des énoncés verbaux. Il y a des problèmes purement symboliques. Il y a des exercices à trous, etc. Et donc, est-ce que lorsque vous présentez vos résultats, c'est tout mélangé ou bien vous avez Non, on a pris des extraits du TEDIMAT. Il n'y avait pas d'item avec des symboles chiffrés et des symboles plus et moins égales. C'était vraiment... Donc, on a ciblé... parce que le TEDIMAT, il va jusqu'à 8 ans, et le TEMA 3, je crois qu'il va encore plus loin. En tout cas, ça dépasse l'école maternelle. Donc, on a utilisé les items, je peux même en présenter certains, les items basés sur du matériel concret où les enfants devaient compter. Il y avait aussi... Mais excusez-moi, mais vous pouvez justement nous montrer parce que vous dites que vous avez un exemple. Vous avez un exemple, ouais. C'est juste pour voir dans quelle mesure il y a vraiment un transfert de compétences ou bien... Alors attention, dans les items, je vais vous les présenter, hein. Dans les items des tests, il n'y a pas des items liés au jeu. Par exemple, aux batailles addition, par exemple. C'est ça. Ou bien à la carte en trop, ou bien au jeu du dragon. C'est vraiment des items qui n'ont pas de relation directe avec les jeux. Oui, bien sûr, mais après, s'il s'agit par exemple de compter versus de résoudre des additions à trous, c'est pas exactement la même chose non plus. Pardon, je vais évidemment ne pas trouver. Je l'avais mis de côté exprès pour vous présenter. Ce sera toujours comme ça, bien entendu. Je ne vais pas les trouver. Je l'avais mis exprès de côté. Si le voilà. Donc, je vais prendre peut-être pour les compétences arithmétiques ou bien pour... Oui, juste arithmétique, s'il vous plaît. Ouais. Donc, le dénombrement. Il y avait des opérations logiques, la conservation. Et voici pour les opérations arithmétiques. Voilà. Il y avait d'abord l'addition. Donc, on prenait des jetons dans une main. On montrait aux enfants. On prenait d'autres jetons dans l'autre main. On les rassemblait dans une seule main. Et l'enfant devait dire combien il y avait. Donc, il n'y a pas de calcul en tant que tel. Il y avait la résolution de problèmes. Il y a 4 poules dans la cour, 3 poules arrivent. Combien est-ce qu'il y en a? Il y a 6 oiseaux sur un arbre, 200 vols, combien reste-t-il? Et pour la décomposition, il y avait des lapins et un gobelet. On faisait compter d'abord les lapins à l'enfant, puis il devait fermer les yeux. On cachait, s'il y avait 5 lapins, on en cachait 2. Et puis l'enfant rouvrait les yeux et puis on lui disait combien crois-tu qu'il y a de lapins sous le gobelet? Donc c'est les 3 items relatifs aux opérations arithmétiques. D'accord, super, merci beaucoup.
Merci pour cette présentation. Une question rapide sur... donc j'ai bien aimé la métaphore de brocoli chocolat pour les jeux, mais du coup, ce qui m'a interloqué, c'est que vous parliez de jeux réels. Alors j'ai compris que c'était par rapport au but didactique d'impliquer l'enfant. Mais pour moi, le jeu qui était brocoli chocolat ressemblait plus à un jeu du commerce qu'on peut trouver de toboggan et échelle, etc. versus le jeu de droite qui était plus nouveau pour moi. Et du coup, je me demandais si vous aviez en tête des études qui avaient comparé vraiment l'adhésion des enfants à ces jeux, l'efficacité, enfin vraiment sur une comparaison brute de comment ça fonctionne chez les enfants. Voilà, parce que ce serait intéressant. Hein. Ouais, ce serait super. Ce serait vraiment intéressant. Mais moi, ce que je dis, c'est vrai que dans le jeu parfois, dans les jeux que je vois dans le commerce, je me dis ça reste quand même formel. Maintenant, il y a souvent du beau matériel, mais en fait, ce qui est principal, puisque ce sont des jeux quand même qui ont été conçus avec des visées mathématiques. Plus l'enfant va être motivé, plus l'enfant va s'engager dans le jeu, plus il va faire des maths. Donc on a vraiment intérêt à essayer que dans ce jeu, l'enfant est actif. Il n'y a pas toujours l'adulte qui lui pose des questions pas à pas, parce que ça devient des leçons traditionnelles, questions-réponses. Que là, c'est les enfants qui jouent ensemble. C'est très convaincant, en effet, et c'est pour ça que je me demandais s'il y avait une littérature sur ce sujet. Parce que Mais la comparaison entre les deux types de jeux, brocoli, non brocoli, ça, je ne pense pas. En fait, c'est assez récent, les brocolis. Okay. Je trouve que c'est assez récent dans la littérature de recherche. Je dirais... Je dirais c'est 2017-2018, on commence à parler de vrais jeux. Et il n'y a pas tant de littérature de recherche sur l'apprentissage, notamment des compétences arithmétiques, par le jeu. C'est plutôt global. On ne va pas dans le détail des jeux, mais ici, dans les derniers écrits, ceux dont je me suis inspirée pour travailler sur ces problématiques-là, il n'y en a pas des masses pour l'instant. Okay. À suivre, donc. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant les règles du jeu, les règles des jeux. Est-ce que les enfants ont eu parfois du mal à les comprendre, à les apprendre, à les respecter ? Et comment est-ce que l'enseignant a réagi dans ce cas-là ? Est-ce qu'on s'en est rendu compte ? Soit parce qu'ils n'ont pas respecté exprès, soit parce qu'ils se sont trompés. Et ça peut être simplement des choses toutes bêtes, comme le fait de jouer à tour de rôle, ou en même temps, je sais pas, par exemple la bataille, je sais pas, on retourne ses cartes en même temps, des choses comme ça. Et deuxième question, alors bien que ce ne soit pas le sujet de l'étude, si j'ai bien compris, mais est-ce qu'on pourrait mesurer l'impact sur les enfants du fait d'apprendre des règles, à les respecter, à s'y conformer, donc pas par rapport aux compétences mathématiques, mais par rapport à d'autres compétences. Ça, c'est un sujet plus large, je pense, auquel je ne pourrais pas répondre. Seulement par rapport à votre première question, elle est très pertinente. Ici, donc, j'ai parlé des jeux qui développent les compétences arithmétiques. On est déjà loin, quoi. On est en grande section. Où est-ce que c'est ce jeu-là ? Alors, ce jeu-là, le jeu du lapin-carotte, évidemment, on n'a eu qu'une semaine pour expliquer ce jeu-là, c'était trop peu, parce que les règles elles sont très complexes. Alors, pour faire respecter les règles, vous parlez de respecter et ne pas tricher, c'est ça ? Oui, pas tricher, pas se tromper, enfin, les deux, quoi. Oui, tricher, en général, ils se font reprendre à l'ordre par les autres. Mais parce que justement, il n'y a pas le contrôle des adultes. Enfin, l'adulte est en classe, mais ils se font reprendre de voler par les autres. Ici, on a même dit, comme c'est un jeu collaboratif, ils pourraient tous tricher pour faire perdre le dragon. Mais on a dit attention. Si le dragon voit que vous trichez, il va souffler tous les murs. Bon, c'est un petit peu. Mais bon, avec les petits, parfois ça marche. Par contre. Pour apprendre les règles du jeu. Là, je vais parler des enfants beaucoup plus jeunes. Par exemple, un jeu de bataille, ça peut être élémentaire, mais un jeu de bataille, pour un enfant qui commence à apprendre à jouer aux cartes, il y a d'abord quoi ? La distribution des cartes. Alors oui, l'enseignant pourrait faire à la place, ça va plus vite. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'à terme, les enfants jouent tout seuls au jeu de bataille. Donc il faut apprendre à l'enfant à distribuer les cartes. Une carte pour un, face contre table, une carte pour l'autre. C'est de la psychomotricité fine, ça prend du temps, il faut prendre ce temps. Et puis, deuxième temps, une fois qu'on a les cartes, il faut les mettre en tas et tourner la première. Et pas celle en dessous, et pas qu'on choisit, parce qu'on a vu ça aussi, on choisit la carte qu'on va mettre. Et puis alors, il faut regarder les deux cartes, prendre la plus grande et puis expliquer la règle du jeu de bataille.
Pour les petits, c'est beaucoup. Alors, avant, c'est un exemple hein, pour apprendre les règles à des jeunes enfants. Avant d'engager les enfants dans un jeu de bataille avec le nombre, où il y a à la fois toutes les règles à comprendre, le fait de vous distribuer les cartes et de jouer autonome implique beaucoup de choses. On joue à un jeu de bataille chat-souris, donc il n'y a pas la difficulté numérique. Et le jeu de bataille chat-souris, c'est la règle que le chat mange la souris, ça il voit tout de suite. Et quand il y a 2 chats, 2 souris, il n'y a pas de gagnant, donc il faut remettre une carte. Donc il y a une progression qui s'installe comme ça. Donc d'abord, attention aux règles et pas faire à la place d'eux. Quand je vais dans mes classes de stage, quand je vais voir, parce qu'alors là, mes étudiants savent que j'arrive, quand je suis au préscolaire, ils savent qu'il faut un jeu mathématique. Et alors, la tendance à faire avancer le pion à la place des enfants, elle est terrible. Je dois dire, moi-même, quand je joue avec mes petits-enfants, j'ai envie de faire à leur place. Donc je peux comprendre. Mais c'est vraiment important de laisser l'enfant jouer eux-mêmes, parce que d'abord, ils vont aller plus vite au départ, et parce que ça fait partie de leur autonomie, et parce qu'ils sont fiers. Ils savent jouer au jeu tout seuls. Il n'y a pas toujours besoin de l'adulte derrière eux. On a bien vu que ce n'est pas suffisant, et il faut des discussions après, etc. Mais donc voilà, pour revenir avec votre question, on y va progressivement pour amener les enfants à se familiariser aux règles. Donc d'abord, le jeu de bataille, c'est un exemple, chat-souris, et puis les cartes numériques. Même chose pour cartes en trop, parce que mine de rien, cartes en trop, les règles sont difficiles aussi. Alors, on explique d'abord les règles, et plutôt, avant d'introduire les cartes numériques, parce que c'est difficile de trouver les paires, je vous l'ai dit, et bien là, on joue avec des cartes avec des images, il faut reconstituer des animaux. Donc ça va, ils comprennent facilement qu'il faut reconstituer les animaux. Voilà, donc c'est une progression qu'on installe pour leur permettre de comprendre le jeu et de respecter les règles. Joël, il y aurait d'autres questions, mais il faut qu'on continue. Donc j'invite les personnes à venir se rapprocher de toi. Et puis on va accueillir Arnaud Viarouge.